Bonjour Monsieur Lionel. Très bien, merci. Merci beaucoup Monsieur Lionel. Je suis Madame Maître Diane Esther Lamata, née Diane Mwika. Je suis avocate, mais avocate près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Je suis activiste de droits de femmes. Je suis présidente également de ma structure, l'ONG Clabel Diest. Également, je coordonne les réseaux de la jeune fille inspirée. Merci, je suis vraiment contente de parler de mon parcours. Je suis née des mariages légaux et deuxième de la famille. Il y a un aîné qui m'a précédé et doté d'intelligence énorme, un génie. Alors, ce qui m'a poussé à faire la lutte, c'est que quand j'ai grandi, déjà qu'un aîné, c'était un génie dans la famille. Tu t'imagines, depuis qu'il est né, il n'a jamais été deuxième de la classe. Et quand il est premier, c'est qu'il y a un écart énorme entre lui et le deuxième. C'est qui fait qu'il avait amené le parent dans une ambiance où il s'attendait que forcément le deuxième, le troisième, ainsi de suite, seront comme le premier. Bon, malheureusement, nous autres, on était brillants, mais pas à la hauteur de l'aîné. Et chaque fois, on réussissait, les enseignants nous acceptaient, nous appréciaient. Mais quand on rentre à la maison, c'est avec ton bulletin, on doit analyser point par point, pourquoi dans ces cours tu as fait ceci, autant de points. Vous n'êtes pas des intelligents, vous ne faites pas de ma fierté. Jusqu'au point où, quand je devais me choisir la filière ou la section à faire, il y a ma mère qui m'a dit, j'avais déjà parlé avec mon père à mon insu. Elle m'a dit, en tout cas, tu vas aller faire la coupe-couture. Et moi, j'ai dit, non, mais maman, tu sais bien que moi, j'aime bien les scientifiques. Non, si c'est le cas, moi, je ne paye pas. Alors, étant mineure, puisque j'avais déjà une avance, je crois que c'était à 13 ans que je devais choisir la section. Je suis allée obéissante comme on nous a éduqués. J'ai choisi la coupe-couture. Et je rentre et il me dit, tu as choisi quoi finalement? J'ai dit, mais tu m'as imposé, tu m'as dit qu'il fallait que je fasse la coupe-couture. C'est ce que j'ai fait. C'était quelque chose que je n'aimais pas déjà. Mais curieusement, je m'en sortais. J'étais toujours parmi les 3 premières, ainsi de suite. Et voilà, quand je devais présenter, mon père était en mission quelque part. Il est rentré 2 jours après les épreuves. Il me pose la question pour me dire, ma fille, tu feras combien? Je lui ai dit, en tout cas, papa, si j'ai fait peu de pourcentage, c'est 60. Et à notre époque, 60, c'était l'excellence, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Il était avec ça, il me dit, ah bon, tu es sûr de toi? Je dis, oui, si j'ai fait peu, et les techniques, vous savez que ça fait pas beaucoup de points. Moi, si j'ai fait peu, c'est 60. J'étais sûre. Et il me dit, bon, tu sais que tu dois aller sur Kinshasa pour aller continuer à l'ISAM. J'ai dit, en tout cas, papa, cette fois-ci, c'est moi qui te demanderai de plus payer. Moi, je ne me vois pas aller faire la coupe-couture. En tout cas, je pense que j'abandonne. Puis il était silencieux. 2 jours après, il revient. Mais tu dis quoi? Je dois acheter le billet. J'ai dit non, cette fois-ci, j'ai dit non. En tout cas, je vous suggère de garder votre argent. Le 3e jour, il vient me dire, bon, on va faire ton inscription. Je suis partie. J'arrive, les inscriptions étaient finies. J'essaie de supplier et ils ont organisé quand même un 2e concours. Il y avait, je crois, 2500 candidats. Il fallait retenir seulement 500. On s'est battu. Et quand on affiche la liste, heureusement, j'étais sur la liste. J'étais retenue. J'ai fait le droit et je passais plus en première session. Et quand j'ai fini, c'était à l'époque où le ministre avait pris les décrets selon lesquels on ne confère plus les grades à la 2e session. Et on nous a annoncé ça à 10 jours. Curieusement, on délibère, je suis parmi les rares des étudiants qu'on devait coller. Et c'est là que mon père s'est dit, mais tiens, donc tu es intelligente, tu es capable. Et à partir de ce jour-là, il me dit toujours, ma fille, va de l'avant. Va de l'avant, je sais que tu as des postures et tu as le profil d'être dirigeante dans cette nation. Alors, il m'a dit ça pourquoi? Parce que moi-même, j'avais pris ma décision. Moi-même, je me suis battue. Et ça m'a servi d'expérience. Quand il fallait, quand il fallait travailler, moi, je me voyais plus dans les organismes. Mais je ne savais pas que ces organismes, c'est moi-même qui devais en créer.
triste, alors que quand j'ai regardé les faits avec des amis, je me suis dit que non, il était temps de réveiller la jeune fille. Parce que je me disais que c'est vrai, quand on veut parler des femmes, on parle plus de femmes sans parler de la jeune fille. Je me suis dit, moi, j'ai eu à subir des choses parce que j'étais jeune fille. Alors, je me suis dit, on ne peut pas se prévaloir le droit de femme, connaître le droit de... on ne peut pas se prévaloir connaître le droit de femme si on ne respecte pas ceux de la jeune fille. Donc, on devra commencer par respecter ceux de la jeune fille, de telle enseigne que quand elle va grandir, puisqu'elle est déjà dans cette attitude et dans cette ligne, forcément, on ne va pas violer ses lois, puisqu'on a commencé qu'elle était jeune fille. En étant femme, elle sera respectée. On n'aura pas la chanson du genre « Respectons les femmes ». On doit commencer par la jeune fille. Merci, Monsieur Lionel. Ce qui m'a poussé d'abord, c'était la prise de conscience. J'ai vu mon combat. Je me suis imaginé combien de filles sont dans le même combat et combien de filles ne savent pas en sortir. Je me suis dit, il était question que je commence par la sensibilisation. Avant même d'instituer les structures, je me donnais la peine, c'est parce qu'on n'a pas projeté, je pouvais projeter les images. J'allais parfois, je prends ma petite sœur, je me dis, tu dois m'accompagner. Et j'avais ciblé le milieu Sémiriro, le quartier Kassangiri, ainsi de suite. Je me suis dit, je vais faire des descentes sur terrain pour aller me ressourcer et aller voir, prendre connaissance de ce qu'est la jeune fille d'abord scolarisée de cette contrée. J'ai commencé, moi et ma sœur, à aller toquer, à parler aux filles élèves avant de voir celles qui ne sont pas élèves. Et j'avais trouvé que même à l'école, les enseignants qui enseignent, qui violaient verbalement les jeunes filles. Et ils disaient toujours aux jeunes filles, et vous les filles, vous ne pouvez rien faire de mieux. Quand c'est une fille qui est première de la classe, au lieu d'applaudir, il se retourne pour dire aux garçons, vous n'avez pas honte, même une fille est première de la classe. Et moi, je me dis, c'est quoi ça? N'est-elle pas un être humain, plein de potentialités et méritant ou bénéficiant de mêmes droits que nous consacre la Constitution ou différents traités internationaux? Est-ce que nos traités ont-ils discriminé? Quand on a parlé de droits, je pense que notre pays a ratifié la charte de Maputo. Et pourquoi cette discrimination? Et j'ai commencé à faire des études. Je me suis dit, plus tard, j'ai conclu que c'est nos coutumes qui ne corroborent pas avec la loi. Et puisque nous sommes dans le patriarcat, parfois la loi patriarcat pèse sur l'éducation. Et je me suis dit que non, je dois faire une institution qui va encadrer la jeune fille à la révolter. Mon institution, c'est pour créer le réveil et l'éveil dans la jeune fille. Je dis que je suis présidente de l'ONG Clabel Diest et le réseau des jeunes filles inspirées. Ça choque d'abord. J'ai envie de verser les larmes, mais je ne vais pas en verser. C'est vrai que la loi a beaucoup avancé, le cas juridique est vraiment avancé, mais il y a un écart entre la loi et la pratique ou les pratiques sur terrain. Nous avons des filles qui sont violées, surtout quand on parle des violences faites aux femmes, on a plus tendance à parler des violences sexuelles, on a plus tendance à parler des violences physiques, mais on fait semblant des violences psychiques, verbales, gynécologiques, financières, qui pèsent sur les femmes. Donc les hommes déjà dans la société se disent que la femme n'a pas un avenir, vous voyez, la femme n'a pas de désir. Je peux prendre un exemple pourquoi je dis ça. On est marié ou la jeune fille qui est prise à mariage à 14 ans entre dans un ménage. Et c'est pour autant dire qu'elle n'a pas une destinée. C'est pour autant dire qu'elle n'a pas une vision. Mais pourquoi il y a ces maris, quand ils prennent la fille, c'est pour tout arrêter. Et les parents des filles trouvent normal. Vous voyez un peu? Alors moi je me suis dit, en constatant sur terrain, il y a un énorme écart. Un énorme écart. Alors, il est question de réveiller
la jeune fille, de réveiller nos mamans de telle enseigne que si elles ont subi ces violations verbales, qu'elles ne les permettent pas que ça se reproduise sur la jeune fille. Et la jeune fille elle-même, qu'elle sache ce qu'elle peut tolérer écouter et ce qu'elle ne peut pas tolérer d'écouter. C'est ça ma mission. À la jeune fille qui me suit, je dis, je suis auteur d'un livre qui parle de la jeune fille architecte, de son avenir ou de sa vision. Je veux leur dire quoi par là. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'était pour répondre à ta question. Dans ce livre, je suis en train de dire à la jeune fille qui me suit que tu es maître, tu es ingénieur, tu es constructrice de ta propre maison, de ton bâtiment. Le bâtiment ou le bateau, c'est ta vie. Et toi, tu n'es que un conducteur ou une conductrice. Ne te fie pas aux préjugés de la société. Tu dois dépasser les stéréotypes. Tu dois connaître ce à quoi tu as été appelé à l'existence. Tu dois savoir dire non. Là, il faut dire non. Et tu dois porter haut ta voix. Ta voix dans quel sens? Tu dois connaître, tu dois quitter l'ignorance pour savoir qu'est-ce que tu peux faire au cas où tes droits sont violés. Quelles institutions tu vas saisir pour dénoncer? Parce que je sais qu'il y a des violations qu'on refuse de dénoncer par rapport à nos cultures, à la norme sociale qui pèse beaucoup, parce que ça va porter atteinte à la réputation de la famille. À la jeune fille, j'ai dit non, c'est faux. La vraie atteinte, c'est quand toi-même, tu ne sais pas émerger. C'est quand toi-même, tu ne sais pas faire ce que tu as été appelé et tu passes outre ta destinée. La destinée de demain, c'est toi-même. L'architecte de ton avenir, c'est toi-même. Refuse, éduque-toi, forme-toi et surtout, sois aux côtés des grandes dames qui peuvent t'orienter au cas où tu es bloqué. Merci, Monsieur Lionel. Il y a plusieurs institutions. En RDC, quand il s'agit de la protection, déjà, nous avons des cours et tribunaux. Et actuellement, surtout chez le Peuple de Lubumbashi, il y a la police de la protection de l'enfant et de la femme qui est au Bel Air, communément appelé Mouviolo. C'est cette institution qui reçoit les cas de viol, qui va faire commencer avec l'étape préjuridictionnelle, après avoir établi les faits, qui va envoyer maintenant au parquet et qu'on fasse l'instruction proprement dite et en fin de compte fixer un rôle au tribunal pour voir la gravité. Et concernant la prévention, il y a plusieurs institutions d'ailleurs. À Kinshasa, nous avons les FONAREF qui existent déjà, mais c'est né à partir d'une institution nationale qui parle de droits et devoirs de femmes. J'oublie encore le nom, mais il y en a deux au niveau national qui passent à l'issue de ces institutions qu'est née FONAREF. Vous voyez, c'est pour suivre les victimes après et aussi sensibiliser. Ils font aussi des campagnes de sensibilisation et c'est FONAREF d'ailleurs qui est en train de financer beaucoup le fonds, financer beaucoup d'ONG. Parce qu'il y a beaucoup d'ONG, notamment, vous avez vu La Voix des Femmes, vous avez vu l'ONG Beldiès. Nous sommes là pour le réveil. C'est ça, c'est la protection. Quand nous informons de ce qui existe, nous les prévenons déjà. Mais au cas où ça se produisait, la protection, il y a les causes des tribunaux, il y a les ONG qui accompagnent. Et il y a même, pour ceux qui pourront se dire que la famille n'a pas de moyens pour aller en justice. Je vous informe qu'il y a le bureau de consultation gratuite au barreau, à la maison du barreau. Quand la victime va au bureau de consultation gratuite, il y a déjà un avocat qui lui sera donné, qui va l'accompagner, qui ne va pas dépendre de ses honoraires parce que tout sera pris en charge par la maison du barreau. Il est vrai qu'il y a un écart par rapport à la loi déjà en RDC. Quand vous lisez, la loi n'est pas explicite sur les viols conjugales. Elle est presque muette, mais en fait, on assimile la violation conjugale
aux coups et blessures en RDC. La loi n'est pas explicite. Il y a vraiment un écart et les femmes, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que ça soit quand même clair. Quand tu lis les codes pénals, c'est plus les coups et blessures, vous voyez. Mais la violation conjugale proprement dit, la loi congolaise n'en parle pas. Vous voyez un peu? Il y a un flou. Il y a un flou là. Il y a un flou. Et aussi, ce qui choque, c'est que, surtout si c'est un homme, on banalise les faits que la femme ait porté plainte contre son mari. Déjà que nos coutumes, comme je l'ai dit, la norme sociale pèse beaucoup. Ils se disent déjà que une femme qui estait son mari en justice les tue. Vous voyez? Quoi qu'ils sont juges, quoi qu'ils sont magistrats, ils sont d'abord africains. Ils sont liés à leurs coutumes et ils sont toujours poussés par cette tendance-là. Vous voyez qu'on ne prend pas avec beaucoup de considération. Donc c'est un dossier avec un peu de légèreté. Et parfois ça frustre les femmes, oui. Dont j'en connais qui te disent quand nous allons là-bas, souvent nous en sortons main vide, rien n'est fait, vous voyez un peu. Et nous sommes en train de penser comment faire un plaidoyer. Et moi je trouve aussi qu'il n'y a pas trop des personnes trop spécialistes dans ça. Si on peut nous former des gens juste qui vont traiter juste les cas de violence ou violation faite à la femme, ça va déclencher une autre vision, une autre dimension. On va passer à une autre dimension. Voilà. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Lionel. Merci. Merci.